Sarah et Butch Knight forment un couple au première vue idyllique et sans grand problème. Mais un matin, la police va recevoir l'appel d'un homme anonyme qui dira avoir tué sa femme et qu'il a décidé de s'enfuir. La police retracera cet appel et sera amenée au domicile de Sarah et Butch. À partir de là, les enquêteurs vont se retrouver face à une série de mystères. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de Sarah et Butch Knight, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une affaire un peu particulière parce que le suspect principal dans cette affaire a été identifié. Par contre, il n'a toujours pas été retrouvé. C'est une affaire assez dingue et bien qu'on sache à peu près ce qu'il s'est passé, eh bien l'affaire reste encore très mystérieuse aujourd'hui. En tout cas, avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup à ceux qui sont abonnés et merci à ceux qui le feront. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Pour commencer, parlons du couple que formaient Sarah Knight, 48 ans, et Butch Knight, 66 ans. Le couple s'était rencontré des années auparavant et s'était aimé rapidement malgré la grosse différence d'âge. Ils formaient alors une famille recomposée avec chacun de leur côté de grands enfants qui ne vivaient plus avec eux. Jusqu'en 2013, Sarah et Butch ont vécu ensemble aux États-Unis dans l'état du Maine et vivaient une vie tranquille. Butch était retraité, mais avant ça, il avait été dans la marine puis avait travaillé comme chauffeur de camion. Il avait aussi bien d'autres compétences parce qu'il avait une formation en informatique, en comptabilité et il était aussi un très bon menuisier. Mis à part ça, Butch était décrit comme une personne assez discrète qui profitait tranquillement de sa retraite. Aussi, il avait une alimentation très saine et il était connu pour fréquenter les magasins bio de sa ville. Aussi, chose importante, Butch était malentendant. Sarah, de son côté, avait elle étudié à l'université du Maine jusqu'à obtenir son diplôme d'inhalothérapeute, c'est-à-dire dans le milieu de la santé des soins du système cardio-respiratoire. En 2013, elle avait alors eu envie de se trouver un travail dans le Michigan afin de pouvoir se rapprocher de sa fille Roxanne. Par contre, le couple n'était pas vraiment d'accord sur cette idée de déménager, mais Sarah était vraiment déterminée et en 2013, elle va se trouver un travail d'inhalothérapeute dans le Michigan. Elle va alors emménager là-bas dans le canton de Ganche et quelques temps plus tard, Butch l'a alors rejoint et les deux ont continué leur vie tranquillement. Quand elle ne travaillait pas, Sarah aimait alors passer du temps à l'extérieur avec Butch ou avec sa fille Roxanne qui habitait d'ailleurs à présent tout près de chez elle. Sarah aimait aussi aller pêcher, chasser et même faire du kayak. Elle aimait aussi énormément prévoir des petites excursions et souvent elle allait visiter des phares avec Butch. Selon ses proches, Sarah avait aussi un grand cœur notamment envers les animaux. Elle n'aimait pas voir des petits animaux blessés seuls et dès qu'elle en voyait, elle le ramenait directement chez elle à la maison pour le soigner. Roxanne, donc la fille de Sarah, dira également que sa maman paraissait heureuse avec Butch, bien que oui, parfois, comme beaucoup de couples, ils avaient de petites disputes. Selon elle, les disputes étaient par rapport à de l'argent, mais Roxanne ne savait pas vraiment sur quoi exactement ils se disputaient. Oui, ça avait l'air financier, mais elle n'en savait pas plus. D'un autre côté, Roxanne, elle s'inquiétait pas tant que ça parce qu'elle savait que sa maman avait un assez bon salaire, donc clairement, ils n'avaient pas de gros problèmes financiers. En fait, ce qu'on se dit, c'est que peut-être le déménagement du couple leur aurait fait subir des petits ennuis financiers, mais en soi, rien de grave. Mais bon, mis à part ça, comme je vous l'ai dit, Sarah semblait heureuse et Butch, lui, semblait être un bon compagnon. Mais plongeons-nous à présent dans la journée du 13 janvier 2015. À 8 h du matin, ce jour-là, le 911 va recevoir un appel assez étrange. Au bout du fil, il y avait une voix d'homme et celui-ci va leur dire que quelques jours plus tôt, il avait tué sa femme et qu'à présent, il prévoyait de quitter le pays. L'homme au bout du fil a alors immédiatement raccroché
raccroché sans donner plus de détails. Immédiatement, les policiers ont retracé l'appel et se sont alors rendus à l'adresse où l'appel avait été passé, c'est-à-dire dans le canton de Ganges sur la 16e avenue. Sur place, les policiers sont alors rentrés prudemment à l'intérieur de la maison et ont alors effectivement retrouvé une femme décédée à l'intérieur. Elle sera alors rapidement identifiée comme étant Sarah Knight. L'homme anonyme au téléphone avec le 911 qui avait reconnu l'avoir tuée était alors sans aucun doute son mari Butch Knight qui avait effectivement totalement disparu. Le corps de Sarah, lui, était là depuis déjà environ 48 heures et il n'y avait donc strictement plus aucun moyen de la réanimer. Butch l'avait laissée là, allongée sur le sol avec un drap qui recouvrait tout son corps. De plus, à côté du corps de Sarah, Butch avait laissé un annuaire téléphonique qui était ouvert à l'endroit où il y avait les coordonnées des proches de Sarah pour que justement les policiers puissent les contacter et leur dire que malheureusement Sarah était décédée. Le corps de Sarah, lui, va être emmené auprès d'un médecin légiste et il notera qu'elle avait aucun signe extérieur de traumatisme sur son corps, mais que la cause de la mort était l'étranglement. De plus, il va dater le décès au dimanche 11 janvier 2015, donc 2 jours plus tôt. La famille de Sarah va aussi être contactée et évidemment, ils vont être extrêmement choqués et n'avaient strictement aucune idée de pourquoi Butch aurait assassiné Sarah, surtout que personne n'avait jamais vu Butch faire preuve de violence avant ça. À partir de là, tout le monde espérait que Butch soit retrouvé le plus rapidement possible pour comprendre ce qui s'était passé, mais aussi pour qu'il soit jugé. Un appel à tous les habitants sera alors lancé et une photo de Butch ainsi que de sa voiture, une Subaru Forester 2009 vert clair, sera alors partagé. Le numéro de la plaque d'immatriculation sera aussi rendu public, une plaque immatriculée au Michigan GM 74A. Dans l'appel, la police demandait à tous les habitants de les appeler immédiatement s'ils croisaient Butch ou sa voiture. Mais par contre, il les prévenait aussi de ne pas s'approcher de Butch car il était considéré comme dangereux. En fait, les enquêteurs se sont rendus compte que la veille du meurtre, Butch avait acheté une arme de poing, ce qui prouvait que son acte était sans doute prémédité. Par contre, je le rappelle quand même, Sarah a été étranglée et n'a reçu aucune balle. Mais bon, en tout cas, Butch, lui, était considéré comme armé et dangereux. Roxane, donc la fille de Sarah, a été interrogée par la police et elle a alors déclaré qu'elle pensait connaître quelques endroits où son beau-père aurait pu se réfugier. Elle expliquera alors que Butch avait vécu auparavant dans la ville de Beaverton, toujours dans le Michigan, et y était donc peut-être retourné. Ou alors, elle dira que peut-être il avait changé d'état et était retourné dans le Maine, là où il vivait avant d'avoir déménagé ici. Mais bon, Sarah dira aussi que jusqu'à sa retraite, Butch avait travaillé comme chauffeur de camion et avait donc sillonné presque toutes les grandes routes du pays, donc il connaissait vraiment beaucoup d'endroits et pouvait au final se trouver n'importe où. Mais bon, mis à part ça, les enquêteurs vont demander à Roxane de se concentrer et d'essayer de ressasser des comportements étranges qu'aurait pu avoir Butch avant, et elle va en relever quelques-uns. Elle dira que avant sa retraite, quand Butch était donc sur les routes, il restait assez mystérieux et ne parlait jamais de ce qui se passait pendant son travail. Donc il partait parfois pendant une semaine, il roulait pendant une semaine et quand il revenait à la maison, eh bien, il disait pas grand-chose sur ce qui s'était passé. A posteriori, c'est vrai que ça peut paraître bizarre que oui, il disait rien par rapport à ses longs voyages, mais d'un autre côté, il était dans son camion, il conduisait. Je vois pas trop ce qu'il aurait pu en dire de plus. En soi, Butch a toujours été connu comme un homme assez taiseux, un peu mystérieux. Donc, est-ce que c'est parce qu'il avait vraiment quelque chose à cacher derrière ça ou est-ce que c'était juste sa personnalité ? On ne sait pas. Roxane dira aussi que par contre, Butch et sa mère avaient toujours été un couple presque idyllique. D'ailleurs, une semaine après le drame, normalement le couple aurait dû fêter leur 14e anniversaire de mariage. Donc vraiment, tout se passait bien, il n'y avait pas de raison et Roxane avait beau chercher pourquoi est-ce que Butch aurait pu assassiner sa mère, elle n'arrivait pas à trouver de raison. En fait, selon elle et même selon beaucoup de proches de Sarah, il n'y avait jamais eu de vrais signes avant-coureurs. Roxane dira d'ailleurs « Je ne pensais pas qu'il était capable de faire ça. Mais on dirait vraiment qu'il l'a fait. Je ne peux pas comprendre comment il a pu. Je veux savoir ce que ma mère, la personne la plus gentille de toute la planète qui a sauvé des millions de vies en tant qu'inhalothérapeute, aurait pu lui faire pour qu'il ait pu faire ça.
En tout cas, après la mort de sa mère, Roxane a fouillé dans la maison du couple pour essayer de trouver des réponses et elle avait retrouvé de nombreuses cartes et lettres d'amour que Butch avait envoyées à sa mère lorsqu'il était justement en déplacement. Les lettres montraient en fait qu'il y avait énormément de tendresse entre les deux et c'est vrai qu'en lisant ça, il y avait un énorme décalage par rapport aux événements récents. Roxane d'ailleurs s'exprimera à nouveau et dira « Cela n'a aucun sens. C'est difficile de dire ce qui se passe avec lui, peut-être c'est médical, nous ne savons pas et c'est le problème, ça nous fait peur. » Mais bon, les jours vont passer et petit à petit, la famille de Sarah va faire de nouvelles découvertes. Ils vont se rendre compte qu'au cours des 2 derniers mois précédant la mort de Sarah, Butch n'avait payé aucune facture. C'était lui qui s'occupait de tous les papiers, des factures à payer, etc. Et là, on apprend donc que pendant 2 mois, il n'avait donc absolument rien payé. C'était très étrange et aussi très embêtant pour la famille de Sarah parce que son assurance vie n'avait donc plus été payée et ça faisait qu'ils ne pouvaient toucher aucun argent. Sans cet argent, ils se demandaient comment ils allaient embaucher un bon avocat, mais aussi comment ils allaient payer tous les frais funéraires de Sarah, parce que clairement, un enterrement et tout ce qui va avec, eh bien ça coûte extrêmement cher. Les enquêteurs vont alors regarder les finances du couple et vont se rendre compte qu'ils avaient un compte bancaire en commun, mais également un compte personnel. Par contre, il ne restait absolument plus d'argent sur ces comptes parce que Butch les avait tous vidés avant de s'enfuir. Donc là, on se rend bien compte que plus l'enquête avance, plus le meurtre a l'air d'avoir été prémédité. Ce qui est aussi étrange, c'est que la cavale de Butch semblait elle aussi être préméditée et ça, c'était assez incompréhensible. Habituellement, quand un mari assassine sa femme, il y a comme 2 raisons. Parfois, c'est pour l'assurance vie, donc la personne va essayer de dissimuler le meurtre et garder l'argent pour lui. Ou alors, c'est parce qu'il y a une maîtresse et donc le but, c'est d'aller avec cette maîtresse. Ou sinon, c'est vrai qu'il y a une 3e possibilité, c'est que la personne n'a pas prémédité le geste et a pu tuer sa femme dans une dispute violente. Ça, disons, c'est les 3 cas qu'on voit le plus souvent. Mais ici, si vraiment Butch a assassiné sa femme, qu'il l'a prémédité, et qu'ensuite il a aussi prémédité sa cavale, il avait comme rien à y gagner, dans le sens où il n'a pas spécialement touché l'argent d'assurance vie, il n'a pas été avec une maîtresse, il est juste parti, donc c'est vraiment étrange de préméditer une vie de cavale simplement pour tuer sa femme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve qu'il avait vraiment rien à y gagner. En tout cas, pour parler un petit peu plus de la cavale de Butch, il faut savoir que quelques jours après la mort de Sarah, la police recevra un témoignage disant que Butch aurait été aperçu dans l'État du Maine. Évidemment, les autorités de l'État ont été prévenues et le FBI a lui aussi été mis sur l'affaire. Rapidement d'ailleurs, les autorités avaient pris la parole pour dire qu'ils étaient convaincus que Butch serait retrouvé très bientôt. Effectivement, sa voiture a alors été retrouvée 2 semaines après les faits dans le parking d'un magasin Walmart dans la ville de Farmington, toujours dans l'État du Maine. Par contre, et tristement, rien à l'intérieur n'indiquait où se trouvait Butch. Par contre, les enquêteurs vont regarder les images de vidéosurveillance qu'il y avait sur le parking du Walmart, mais aussi à l'intérieur du Walmart. Ils verront alors que le 15 janvier, soit 2 jours après le début de la cavale de Butch, il avait déposé lui-même sa voiture sur ce parking. On le voyait nettement sur les caméras de surveillance et donc une capture d'écran a pu être faite. La photo de Butch sera alors postée sur la page Facebook du bureau du shérif du comté d'Allegan et sur la photo, Butch portait une combinaison de camouflage et ses cheveux et sa moustache avaient été teints en brun foncé, ce qui montrait donc clairement qu'il essayait de passer inaperçu, qu'il essayait vraiment de ne pas être reconnu. Les enquêteurs se sont ensuite demandé la raison pour laquelle Butch s'était rendu dans la ville de Farmington, pourquoi est-ce qu'il y avait déposé sa voiture, surtout que de ce qu'on savait, il avait ni famille ni amis dans cette ville. On n'avait donc au final strictement aucune idée de pourquoi il avait déposé sa voiture à cet endroit précis. Au début du mois de février 2015, les enquêteurs tiendront une conférence de presse et l'un d'eux dira « Il me semble que le véhicule ait été abandonné en janvier, il est donc possible qu'il soit toujours dans le Maine, mais il est également possible qu'il ait quitté la région. Je pense qu'il se rend compte que le public le surveille
surveille et à la suite de ça, il a voulu changer de véhicule. En tout cas, lorsque la voiture de Butch a été repérée par la police, des enquêteurs ont pu analyser le GPS de la voiture afin de connaître exactement ses déplacements pendant les premiers jours de sa cavale. On va alors apprendre qu'il était d'abord resté dans le Michigan où il s'était arrêté dans plusieurs relais routiers. Après ça, il s'était arrêté dans son ancienne ville natale, Turner, dans le Maine, et puis il s'était finalement dirigé vers Farmington où il avait abandonné son véhicule. Les enquêteurs ont alors pensé qu'après ça, Butch aurait fait du stop pour arriver jusqu'à la ville de Rangeley où on sait qu'il avait pris une chambre dans un motel. On en est sûr en fait grâce à de nombreux témoignages et grâce aussi au registre du motel Town and Lake Motel. Il y aurait alors séjourné du 15 au 19 janvier. Donc, pour vous refaire une ligne du temps, le 11 janvier, il aurait assassiné Sarah. Le 13, il a appelé le 911 pour tout avouer et c'est ce jour-là qu'il est parti en cavale. Du 13 au 15, il a donc parcouru le Michigan et le Maine. Et le 15 janvier, il a abandonné sa voiture à Farmington. Toujours le même jour, le 15 janvier, il aurait fait du stop jusqu'à Rangeley et là-bas, il aurait donc loué une chambre de motel jusqu'au 19 janvier. Il faut savoir que la ville se trouvait à seulement 15 km de la frontière canadienne, alors les enquêteurs pensent que le 19 janvier, Butch a alors quitté sa chambre sans doute pour se rendre au Canada. Selon les autorités, peut-être que Butch a eu l'idée de s'y rendre en marchant. Le problème, c'est qu'on sait aussi que ce jour-là, il y avait énormément de neige et donc passer la frontière à pied était quasiment impossible. Sachant ça, les enquêteurs se sont alors dit que peut-être Butch se serait caché dans l'une des 3 communautés Amish qui se situaient très proche de la ville. C'est d'autant plus possible que les enquêteurs avaient retrouvé plusieurs livres sur les Amish dans le garage de Butch. Donc selon les enquêteurs, si Butch avait vraiment tout prémédité, c'est possible qu'il se soit dit que dans cette ville où il comptait se rendre pour aller à la frontière canadienne, il y avait des communautés Amish, que son plan B c'était donc de rentrer dans cette communauté et de se cacher là-bas, et donc ce serait pour ça qu'il aurait acheté ces livres sur la communauté. Si c'est vraiment le cas, si ces livres étaient là pour ça, il faut quand même se dire que son plan était vraiment bien ficelé, qu'il y a réfléchi pendant longtemps, donc c'est vrai que ça pose encore plus de questions. Malheureusement, je n'ai pas plus d'informations par rapport à des fouilles qui auraient pu être faites dans les communautés Amish, donc j'imagine que si on n'a pas plus d'informations, c'est qu'il n'y était pas, tout simplement. Par la suite, au mois de juillet 2015, plusieurs membres de la famille de Sarah avaient remarqué que quelqu'un avait accédé au compte Facebook de Sarah et l'avait utilisé pour aimer une publication qui datait du mois de mai 2015. Rapidement, ils se sont dit que ça ne pouvait être que Butch parce qu'il était le seul à connaître le mot de passe de Sarah. Les proches de Sarah étaient alors convaincus que Butch se serait connecté à son compte depuis l'endroit où il se cachait. Donc à partir de là, ils espéraient que peut-être on pourrait retrouver l'adresse IP ou quelque chose du genre, mais malheureusement, les enquêteurs n'ont pas été en mesure de déterminer l'emplacement de la personne utilisant le compte de Sarah. À la fin de l'année 2015, Butch était donc toujours en cavale et les policiers essayaient toujours de déterminer où il se cachait, mais ça restait un travail très difficile parce que Butch ne semblait plus laisser aucune trace derrière lui. Il faut se rendre compte quand même qu'aujourd'hui, c'est pas si facile que ça de disparaître. Les enquêteurs ont quand même pas mal de ressources pour essayer de retrouver les personnes. Il y a des caméras de surveillance partout. Donc, clairement, si Butch n'a laissé aucune trace derrière lui, c'est qu'il était quand même assez bien organisé et peut-être même aidé par quelqu'un d'autre. Malheureusement, 1 an après le meurtre de Sarah, les enquêteurs vont dire qu'ils n'avaient plus vraiment de pistes, qu'ils avaient comme épuisé chacun des indices qu'ils avaient et que malheureusement l'enquête commençait à stagner. Ils diront qu'ils n'étaient même plus sûrs de savoir si Butch était encore en vie, tellement ils n'avaient plus rien à explorer. En octobre 2016, les proches de Sarah ont alors décidé d'engager un détective privé. D'ailleurs, la mère de Sarah, Caroline Clore, a déclaré aux journalistes qu'elle ne pensait pas que la police en faisait assez pour retrouver le meurtrier de sa fille. D'ailleurs, la même année, on va apprendre quelque chose de complètement dingue. Caroline, donc toujours la maman de Sarah, a expliqué publiquement que lors de ses premiers jours de cavale, Butch lui avait envoyé un colis
et une lettre. Dans ce colis se trouvaient 2000 $ en espèces emballés dans des journaux. À côté, il y avait une note écrite par Butch lui-même où il disait que ces 2000 $ devaient servir à l'incinération de Sarah parce qu'il voulait qu'elle soit incinérée dignement. Donc là, c'est évidemment quelque chose de très étrange. En fait, dans cette affaire, on a d'un côté l'impression que Butch avait mis un plan macabre en œuvre pour tuer sa femme, mais d'un autre côté, on se rend bien compte qu'il avait rien à y gagner et en plus donner une somme d'argent aussi conséquente pour que Sarah soit incinérée dignement pose tout de même pas mal de questions. Butch était en cavale, il avait besoin d'argent, ça devait être très difficile pour lui de trouver du travail. Il n'avait pas énormément d'argent en espèces sur lui non plus. Donner 2000 $, ça restait quand même un gros sacrifice, mais il l'a fait. La réponse à cette question peut se retrouver dans la lettre que Butch a écrite à côté du colis. Cette lettre était donc destinée à Caroline, la maman de Sarah. Elle était assez longue et elle était assez étrange. Dans cette lettre, Butch a alors expliqué qu'il était un trafiquant de drogue et un toxicomane, c'est un peu flou, et il dira aussi que Sarah était pour lui un handicap dans le sens où elle avait vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Butch a aussi écrit que la police était trop stupide pour l'attraper et notera même « Je me rendrai quand j'en sentirai le besoin et je ne passerai jamais un jour en prison ». Donc là, on a quand même un mobile qui est donc la drogue, le fait que Butch aurait pu être trafiquant de drogue, toxicomane. Voilà, ça reste quand même assez étrange et ça a évidemment laissé la famille de Sarah ainsi que les enquêteurs assez perplexes. Ça ne ressemblait pas vraiment à Butch, ils le connaissaient depuis des années et jamais ils avaient entendu parler de drogue ou de quoi que ce soit. Il n'y avait en fait aucune preuve que Butch ait pu être impliqué dans du commerce de drogue et les enquêteurs pensaient en fait que cette lettre, cette histoire pouvait être en fait une simple excuse que Butch aurait inventée parce qu'il aurait voulu cacher la véritable raison du meurtre. Personnellement, moi cette lettre, je la trouve aussi très bizarre, surtout que Butch dit qu'il était toxicomane, or quand quelqu'un est toxicomane, ça se voit quand même un petit peu. Surtout que au moment des faits, il était retraité, il restait toujours à la maison. Je vois pas comment il aurait pu être un grand dealer et un grand toxicomane, ça paraît vraiment étrange. En tout cas, en janvier 2017, les enquêteurs ont déclaré avoir reçu certains témoignages disant que Butch aurait été aperçu en Alaska ainsi qu'en Caroline du Nord et des équipes avaient alors été sur place pour essayer de le retrouver, mais au final, les enquêteurs n'avaient pas vraiment d'indices qui leur disaient où se trouvait exactement Butch, donc fouiller tout un état, ça reste assez compliqué. La même année, la police a refait un appel au public et a rappelé que Butch ressemblait à un grand-père ordinaire, mais qu'il était toujours considéré comme armé et dangereux. Aujourd'hui et depuis 2015, Butch est donc toujours en cavale et même si des enquêteurs ont passé des milliers d'heures à le traquer, il reste toujours libre. Il y a donc de grandes chances qu'il soit parti vivre au Canada et ait pris un nom d'emprunt. Mais ça, c'est juste ce qu'on peut imaginer parce qu'il n'y a rien qui le prouve réellement. Enfin voilà, c'est comme ça que se termine pour le moment cette triste histoire. J'espère que peut-être Butch sera retrouvé. Après, il était déjà assez âgé en 2015, il était quand même fin de la soixantaine. Donc peut-être qu'il va décéder avant d'être retrouvé, c'est aussi une possibilité, peut-être même qu'il est déjà mort. Voilà, on ne sait pas, mais en tout cas, j'espère vraiment qu'un jour, on comprendra un peu plus de choses par rapport à toute cette tragédie. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me donner toutes vos théories et puis n'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!